Parmi toutes les espèces d'humains ayant parcouru le monde, ce sont bien les Néandertaliens qui nous fascinent le plus. Leur ressemblance avec nous est telle qu'ils auraient été notre espèce sœur, une espèce qui vit même encore en nous de nos jours. Bien qu'il existe de nombreux débats sur les dates, il semblerait que ces humains préhistoriques auraient habité une bonne partie de l'Eurasie entre 400 000 et 40 000 ans avant notre ère. Ces dates correspondent aux Shibaniens, une époque où l'Eurasie était globalement bien plus froide qu'aujourd'hui et peuplée d'une mégafaune très diversifiée. Tout ceci rendit ces habitats très rudes pour la survie. Toutefois, ces conditions forgèrent Néandertal et en firent l'espèce d'humain la plus puissante à avoir jamais existé. Des créatures qui, si elles étaient encore vivantes de nos jours, seraient d'authentiques super-humains. De loin, leur différence avec nous ne vous aurait pas sauté aux yeux, car la plus évidente aurait été leur taille. Les spécimens retrouvés montrent qu'en moyenne, ils étaient plus petits que l'homme moderne, 14 cm de moins que les Européens nés après la Seconde Guerre mondiale. Le plus grand spécimen découvert, nommé Hamoud 1, aurait mesuré 1,78 m, ce qui n'est pas si extraordinaire de nos jours. Toutefois, si l'on compare Hamoud 1 aux sapiens préhistoriques, ce spécimen aurait été légèrement plus grand que ceux-ci, donc pas si petit que cela au final. Bien que plus petits, les Néandertaliens étaient bien plus lourds que Sapiens, les hommes ayant pesé en moyenne 83 kg et les femmes dans les 66 kg, les rendant donc 20% plus lourds que Sapiens à taille égale. La raison derrière ce paradoxe serait qu'Homo neanderthalensis avait un squelette incroyablement robuste et bien plus compact que le nôtre. Il avait tous les os du corps plus lourds et épais, parfois même 2 fois plus denses. Leurs épaules, fémurs, cage thoracique, coudes, bras et genoux étaient particulièrement bien développés, signifiant qu'ils étaient extrêmement musclés et puissants. Il est communément admis que les Néandertaliens étaient bien plus forts que nous. Une possible adaptation à leur méthode de chasse particulièrement brutale, consistant des combats frontaux à la lance. Ils faisaient face à des animaux extrêmement puissants, tels que divers rhinocéros, chevaux, éléphants et bien sûr, ces bons vieux mammouths. Ces derniers étaient aussi gros qu'un éléphant africain et recouverts d'une toison très épaisse, les rendant encore plus difficiles à abattre. D'après les paléoanthropologues, cet usage intensif des lances aurait favorisé le développement de bras massifs chez la plupart des individus, les aidant à faire usage de ces armes avec force et précision. La structure de leurs bras et leur corps de bodybuilder aurait d'ailleurs été causée par des taux d'hormones extrêmement élevés. Selon une étude récente, des chercheurs estimèrent que Néandertal avait des taux d'hormones masculines bien plus élevés que nous, les aidant à développer des muscles à la fois plus puissants et plus rapidement qu'un sapiens moyen. Ceci leur aurait donc permis d'accomplir facilement ce qui serait des exploits à nos yeux, tels que trimballer 27 kg de barbac sur 48 km, soit 138 fois le tour d'un stade de foot. Un autre détail amusant serait que grâce à leurs larges torses, épaules et triceps, les Néandertaliens auraient été de fantastiques catcheurs et haltérophiles, avec des hommes capables de soulever plus de 220 kg et les femmes plus de 160 kg, le tout sans entraînement. À titre de comparaison, un humain moderne capable de soulever seulement les 2/3 d'un tel poids serait déjà considéré comme un athlète d'exception. Leur corps compact et robuste jouait un rôle majeur pour expliquer leur puissance, mais cela leur donnait aussi un autre avantage, une très grande résistance physique. Pour tout vous dire, une étude soumise à de nombreux squelettes montra qu'entre 79 et 94% de ceux-ci ont enduré au moins une blessure grave durant leur vie, et en guérir totalement. Ces diverses blessures étaient toutes plus horribles les unes que les autres, allant de multiples fractures à des membres littéralement arrachés. Un cas particulièrement choquant est celui d'un vieux spécimen qui, durant sa jeunesse, perdit son bras droit, eut sa clavicule gauche brisée et fut frappé à la tête si violemment qu'il était aveugle d'un œil et avait ses canaux auditifs bouchés par des morceaux d'os. Donc en plus de tout ça, il aurait été sourd des 2 oreilles. Ce haut taux de blessures observé chez Néandertal aurait été dû à leur méthode de chasse, à des conflits entre individus et des attaques de carnivores. En effet, presque 74% des squelettes de Néandertaliens montrent qu'ils auraient survécu à des attaques de prédateurs, 21% provenant de félidés, 17% provenant de canidés et 36% provenant d'ours. Étrangement, les hyènes ne sont pas mentionnées. Omission, ou alors elles ne laissaient aucun survivant. Qui sait ? Le plus badass dans tout ça,
c'est que ces attaques de carnivores n'auraient pas été liées à de la prédation. Au contraire, ce serait plutôt en se défendant de ces hommes des cavernes sous stéroïdes. Même leur peau était designée pour le combat, car on retrouva au sein de leur génome des gènes associés à une peau, des ongles et des poils plus épais. Des traits qui leur auraient sans doute permis aussi de mieux endurer le froid. Une autre caractéristique faisant d'eux de puissants chasseurs fut leurs larges articulations, celles-ci leur permettant d'effectuer des mouvements plus complexes et avec plus de force que ce que l'on retrouve chez un sapiens moyen. Et bien qu'ayant la même taille que les nôtres, leurs mains étaient assez différentes, avec l'extrémité des doigts plus large et un pouce plus excentré. Ces deux caractéristiques auraient induit plus de force pour agripper les objets, mais un peu moins de dextérité. Bref, pas de place pour la subtilité, tout dans les muscles. Clairement, Néandertal était une force de la nature, mais tous ces muscles ne servaient à rien sans des organes internes performants. Et performants, ils l'étaient. Le plus frappant fut leur cage thoracique, qui accueillit de larges poumons, avec certaines estimations proposant qu'ils étaient en moyenne 20% plus volumineux que les nôtres. Mais ce n'est pas tout, car ce nombre varie grandement, et certains spécimens exceptionnels, tels qu'Ebara 2, auraient pu accueillir 9 litres d'air dans leurs poumons, 40% de plus que l'homme moderne. Pour vous donner une idée, il est important de noter que l'homme moderne, ayant le plus grand volume pulmonaire jamais enregistré, fut un athlète d'élite avec seulement 8 litres 5. Le nez de Néandertal aurait aussi évolué dans ce sens, car il était très long et large, les aidant à inhaler de l'air efficacement en plus grande quantité. Certaines estimations proposent jusqu'à 100% d'efficacité supplémentaire par rapport à n'importe quel homme ou femme actuel. Leur faculté à inspirer très vite, couplée à leurs énormes poumons, auraient été des adaptations nécessaires pour supporter leur corps plus massif. De plus, les animaux évoluant au sein de milieux très froids ont tendance à développer un métabolisme plus rapide pour compenser la perte de chaleur liée au froid. Donc en plus d'un large apport en oxygène, le corps des Néandertaliens aurait eu besoin de beaucoup de calories, ceci estimé entre 4500 et 6700 calories par jour. Donc si notre cousin Néandertalensis existait encore, il y aurait besoin de 2 Nutri-Score bien différents entre nos deux espèces. Aussi, la structure de leur nez aurait permis de mieux supporter l'air froid, car leur cavité nasale plus développée aurait humidifié et réchauffé l'air plus efficacement. Sachant que les Néandertaliens avaient des poumons d'acier, vous pourriez penser qu'ils disposaient d'une bonne endurance à la course, qu'ils pouvaient traquer leur proie jusqu'à épuisement comme Erectus. Eh bien, il semble que ce soit tout l'inverse, s'agissant plutôt de sprinteurs, efficaces sur de courtes distances. Ceci semble être démontré par de nombreuses caractéristiques, la principale étant leurs doigts de pied. Ceux-ci étaient très longs et larges, plutôt efficaces pour prendre appui et donner de puissantes impulsions, plutôt que courir longtemps. Pour appuyer cela, les os de leurs jambes étaient plus courts que les nôtres, or de longues jambes sont essentielles pour performer dans les courses d'endurance. Même leur talon d'Achille n'était pas adapté pour cela, celui-ci assez long et étroit, le rendant moins efficace pour le demi-fond. Bien que la structure de leurs jambes soit révélatrice de leur faible capacité à la course, l'élément principal n'aurait pas été visible à l'œil nu avec la structure même de leurs muscles. Peut-être le saviez-vous déjà, mais chez l'homme, il existe plusieurs types de fibres musculaires différentes, certaines plus designées pour la puissance et d'autres pour les longs efforts. Selon les muscles et les individus, on peut observer un ratio de fibres rapides et de fibres lentes plus ou moins important. Grosso modo, les fibres rapides aident à générer de puissantes poussées, tandis que les lentes aident à maintenir une certaine activité pendant plus longtemps. Chez Sapiens, ces deux fibres sont présentes à des niveaux plus ou moins équivalents chez un individu moyen. Mais chez Néandertal, nous avons une surreprésentation des fibres rapides. Ceci appuie l'hypothèse que ces humains comptaient plus sur la puissance brute que l'endurance pour la chasse. Bref, tapez fort et tapez vite. S'ils revenaient d'entre les morts, mieux vaudrait les défier au marathon plutôt qu'au sprint pour espérer gagner. Toute cette puissance faisait des Néandertaliens de véritables brutes. Mais curieusement, ces humains étaient loin d'être idiots, possédant une énorme boîte crânienne. Le volume moyen d'un cerveau d'homme néandertalien aurait atteint les 1640 cm3 et celui des femmes aurait été de 1460 cm3, soit 30% de plus que chez Sapiens. Ce qui, accessoirement, faisait d'eux l'espèce d'humain ayant le plus gros cerveau connu. Après attention, car il n'y a pas que la taille du cerveau qui compte pour établir le degré d'intelligence d'une espèce.
Mais oui, il semble bien que les Néandertaliens étaient bien plus intelligents qu'on ne le croyait il y a encore quelques années. Il est donc admis que cette espèce était capable d'accomplir des tâches très complexes, telles que de chasser en parfaite coordination, produire des outils, de l'art, prendre soin des blessés et des malades, ainsi que développer un langage complexe. Après, bien que leurs cerveaux fussent plus gros que le nôtre, cela ne veut pas dire qu'ils étaient plus intelligents que Sapiens, car celui-ci était assez différent en termes de structure. Il aurait été plus adapté pour la coordination et les sens, ayant des aires cérébrales liées à l'odorat et à la vue plus développées, ceci grâce à des lobes occipitaux très larges. Leurs grands yeux en particulier semblent avoir joué un rôle majeur dans le développement d'un aussi gros cerveau. Néandertal aurait eu besoin de plus de mémoire vive pour traiter tout ce que leur vue supérieure pouvait détecter. Bien sûr, personne n'a jamais retrouvé un œil intact de Néandertal, mais en se basant sur la taille et la forme de leurs orbites, il semble que ceci aurait été 15% plus large que chez Sapiens. Il est donc probable que les Néandertaliens disposaient d'une vue bien plus acérée et performante que la nôtre, voire auraient contribué à une assez bonne vision nocturne. Une adaptation très efficace lors des longues nuits de l'hiver glaciaire. Ces grands yeux, couplés à leur énorme tête et leur pif démesuré, donnèrent aux Néandertaliens un faciès bien distinct du nôtre. Le tout fut sans doute supporté par un cou assez court et musclé. De plus, leur tête n'aurait pas juste été plus grosse que la nôtre, mais aussi plus allongée. Et sans surprise, leurs mâchoires et leurs dents étaient aussi surdimensionnées. Pendant longtemps, les paléanthropologues pensaient que leurs mâchoires épaisses et larges indiquaient une force de morsure très importante, pouvant servir à ronger les os, mâcher de la viande crue et toutes sortes d'aliments coriaces. Cependant, des études ultérieures révélèrent que la puissance dans leurs mâchoires n'était pas bien différente de Sapiens. Celle-ci était comparable à la moyenne haute de l'homme moderne, allant jusqu'à 700 Newtons. Donc oui, pas très agréable, mais loin de causer de vrais dégâts. Du coup, à quoi aurait servi une aussi grande bouche si elle n'était pas adaptée pour mordre fort ? Une hypothèse intéressante serait que leur mâchoire aurait évolué afin d'offrir plus d'espace aux dents, et donc, l'ensemble aurait pu être utilisé comme une troisième main. Pour être exact, un groupe de chercheurs proposa que les Néandertaliens auraient pu faire bon usage de cette grande bouche pour manipuler différents outils, ce qui aurait libéré une ou deux de leurs mains. Il semble y avoir des preuves solides pour étayer cela, car outre leur texture, de nombreuses dents de Néandertaliens semblent porter des marques d'usure et des dégâts sur leurs dents avant, liées ni à des maladies, ni à la mastication. Ces marques typiques ne furent découvertes que chez les Néandertaliens, suggérant qu'ils mordaient bien des objets solides pour une raison X ou Y. Leurs dents larges et robustes furent aussi très importantes pour mastiquer la viande, car en effet, des analyses isotopiques révélèrent que la plupart des populations de Néandertaliens étaient des hypercarnivores. Autrement dit, plus de 70% des calories consommées provenaient de la viande. À ce stade, vous pourriez penser que Néandertal était une créature étrange et bien différente de Sapiens. Donc qu'en est-il de ces fameux gènes néandertaliens ? Quel serait l'impact de leur ADN sur ceux qui en possèdent ? Si, par exemple, cela donnerait un appétit d'ogre ou une force surhumaine ? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais presque aucune étude ne semble révéler de différences très significatives. Il semble que les gènes néandertaliens n'auraient que peu d'effet sur notre apparence et nos capacités sportives. Toutefois, il semble qu'étude après étude, la liste des effets potentiels sur le métabolisme, les résistances, les maladies génétiques, etc. s'allonge. Ces quelques brins d'ADN impacteraient peut-être notre organisme bien plus qu'on ne l'imaginait il y a encore quelques années. Malheureusement, la plupart de ces études se contredisent, donc il est imprudent à l'heure actuelle d'en tirer quelconque conclusion. Désolé. Et puis, la génétique des populations humaines est un sujet très glissant, surtout en France. Dans tous les cas, s'il y a bien un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est à quel point l'homme de Néandertal est fascinant. Une créature préhistorique qui, en quelque sorte, vit encore à travers nous. Merci de votre attention et bienvenue à tous les nouveaux. Moi, c'est Lez, gérant du Zoo Perdu, une version traduite officielle de la chaîne Extinct Zoo. Ici, vous trouverez tout un tas de vidéos sur les animaux préhistoriques, allant des dinosaures aux reptiles marins, en passant par les humains et autres mammifères disparus.
J'essaye de sortir au moins une vidéo par semaine, donc pour ne rien louper, le petit abonnement du plaisir, et on se dit à la prochaine, aux eaux perdues.